Il y a toujours une révolution qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'underground ou la subculture est toujours là. Il y a des petits concerts à gauche, à droite, il y a des endroits. Nous voici aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix du Yéti avec aujourd'hui comme invité spécial Patrick Denis, Front de 4-2. Bonjour. Bonjour. Et je suis accompagné, non pas aujourd'hui de mon fidèle acolyte Thierry Croix, mais de Pierre Surquin. Salut Pierre. Salut, merci de m'accueillir. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir, un grand plaisir, tu sais. Donc, partout où on vient faire ton interview, j'imagine que tu as l'habitude, où il y a toujours cette petite nostalgie, parce en fait, tes morceaux ont suivi un peu de notre enfance jusqu'à présent. Et Front de 4-2, c'est de la musique électronique, c'était des morceaux inclassables, c'était la suite finalement de Kraftwerk. Aujourd'hui, j'aimerais, Patrick, qu'on parle un peu de ce groupe, comment ça s'est constitué, ce qu'il a été, ce qu'il devient, comment ça se termine, et surtout l'envers du décor, comment un peu aujourd'hui, comment tu as géré, comment vous avez géré une carrière aussi longue. On t'écoute. Voilà. Tout d'abord, il y a la passion, une forme d'obsession aussi qui est très importante. Donc cette motivation première, c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre carrière. Alors si on parle vraiment de la manière dont ça s'est structuré dans le temps, il faut savoir que on a débuté au début des années 80 et que c'est une époque où il n'y a en Belgique aucune industrie du disque, aucune industrie de la musique, etc. Qui plus est, il y a une confrontation très forte par rapport à la musique anglo-saxonne, qui possède quasiment tout le marché belge, européen d'ailleurs, la presse, les agences de promotion, etc. Donc, impossible de se battre contre une machine pareille. Donc, on a travaillé sur le temps. Ça, c'était la première chose. On a tous eu dans le groupe des boulots alimentaires. Donc, pendant plusieurs années, on travaillait comme employé, voilà, et on faisait la musique à côté. C'était le seul moyen d'avancer, parce qu'il fallait quand même vivre, donc ce boulot alimentaire était très important. Et donc ça m'obligeait, par exemple, avec Jean-Luc le chanteur, de partir tous les soirs. Lui, il travaillait dans une compagnie d'assurance. Et donc, on se donnait rendez-vous à la colonne du Congrès. On prenait le train à la gare centrale vers 5h, 6h, et on partait vers Aarschot, qui est en Brabant flamand, où se trouvait un petit studio qui appartenait à Daniel. Et ça, on a fait pendant 3-4 ans, tous les jours et tous les week-ends. Donc c'était vraiment pénible mais excitant en même temps. Mais c'était la seule manière, je pense, de pouvoir associer un travail créatif et artistique et de quand même pouvoir en vivre quelque part, une vie plus ou moins normale. Et donc ça, on a fait pendant effectivement de nombreuses années. Le studio en question, c'est du matériel qui a été acheté par Daniel, mais il y avait du matériel qui a été acheté par Jean-Luc et par moi aussi. Il faut savoir qu'au début des années 80, c'est le début aussi de la démocratisation des synthétiseurs. Donc c'est la première fois que ces machines ne coûtaient pas cher, parce que le synthé, dans les années 70, c'était des super grosses machines, très très chères. D'ailleurs, le but du synthétiseur au départ, c'était de permettre de se retrouver dans des studios pour permettre de faire des compositions plus facilement. Parce qu'avant, les studios invitaient des musiciens professionnels. Et quand, par exemple, un chanteur connu ou quand il y avait une grosse production, on faisait travailler ces musiciens sur un mois. Mais on n'en avait pas toujours besoin. Donc, ça coûtait extrêmement cher. Et la machine a remplacé les musiciens, parce qu'effectivement, ces machines pouvaient avoir des sons de piano, des sons de violon, etc., pour composer pour moins cher. Mais ça restait quand même encore très cher. Et donc, avec cette démocratisation des synthétiseurs, ça nous a permis tous d'avoir un petit peu de matériel. C'est aussi, je fais une petite parenthèse ici, c'est aussi lié au fait qu'en Belgique, il n'y a pas de marché de musiciens.
Donc, si tu vis à Londres et que tu veux commencer un groupe, tu mets une annonce dans le journal, tu as tout de suite un batteur, des gens qui viennent pour s'associer à toi. En Belgique, impossible. Il n'y a pas de marché de musiciens, donc tu n'as pas de batteur, tu achètes une boîte à rythme. Donc, beaucoup de personnes ou d'artistes en devenir au début des années 80, surtout en Belgique, il y avait, ça grouillait de gens qui avaient envie de faire de la musique et qui travaillaient avec des machines en solo. Et donc, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a, si tu veux, mis ensemble notre matériel pour essayer d'avoir quand même une sorte de petit studio sur lequel on pouvait travailler et avancer. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Donc, à la fois un boulot domestique, si tu veux, alimentaire, et à la fois en hobby ou en loisir, énormément de temps passé à essayer de développer quelque chose artistiquement. Et puis en même temps, pendant que vous développiez vos morceaux, tu avais les 2Beat3, tu avais les Tech Dat, tu avais tous ces groupes à la mode qui pouvaient passer dans les mainstream, mais pas vous. Vous étiez inclassable, c'est de musique électronique, c'était pas compris. Comment on fait quand on n'est pas compris alors qu'on a un public ? Parce que le public, il est venu. Comment vous avez eu votre public ? Parce que je sais que c'est aussi une époque où on se passait parfois les vinyles sous la chemise. Comment vous avez fait pour capter votre public, comprendre que vous l'aviez, qu'il était fidèle ? Comment ça s'est passé, ça ? Je crois que c'est ce qui était remarquable dès le début chez nous, c'est une sorte d'identité qu'on est arrivé à développer. Identité qui, pour moi, est très belge ou très européenne. Donc, le fait que ces machines, en fait, ces synthétiseurs étaient bon marché et arrivaient sur le marché, c'était aussi une opportunité pour essayer de faire une musique qui nous ressemblait. Donc, si tu veux, une recherche d'identité de nos sources. Moi, je suis pas anglo-saxon. Je veux dire, je peux écouter du rock, je peux aimer du rock ou du reggae, peu importe, mais c'est pas moi. Donc, ces machines qui arrivent sur le terrain, que moi j'appelais vraiment des machines orphelines, hein, non seulement dans leur architecture et la manière dont il fallait les travailler, mais aussi qui n'avaient pas de référence. On fait pas du blues avec un synthé et des boutons. Donc c'est aussi une approche très mentale. Hein, la musique électronique est très mentale. C'est très cérébral, oui. On scénarise très fort, un peu comme un film. Et donc tout ce travail de recherche d'identité, en fait, ça nous a permis de faire une musique qui se distançait de tout ce qu'il y avait sur le marché. Et donc ça a amené au départ des gens curieux, tout simplement. Hein. Ça existe toujours aujourd'hui, hein, des groupes qui font une musique différente et un public qui était très fidèle et qui a tout de suite fort aimé. On était, je ne vais pas dire détesté, mais vraiment presque rejeté par la presse. C'était très clivant en tout cas. Oui. Pardon ? C'était clivant. Oui, tout à fait. Formica 2, c'est clivant. Oui, donc effectivement, je pense que c'est vraiment le public qui nous a amenés où on était. Avec, je pense, quelque chose de très intéressant, c'est ce rapport au public, c'est-à-dire qu'on a tout de suite une réponse. Et donc, c'est un moteur aussi, hein, c'est quelque chose qui fonctionne avec le groupe. Mais cette manière de travailler, hein, puisque tu as mentionné aussi le fait de l'époque des vinyles, nous a permis aussi comme c'était pas gagné, si tu veux, la manière dont les gens pouvaient assimiler cette musique, on a greffé sur cette musique énormément de travaux visuels, graphiques, etc., conception de pochettes à l'époque, qui s'est développé en même temps. Hein, donc, si tu regardes les premières pochettes de Front, par exemple, c'est les premiers pixels. On faisait des pochettes en faisant des photos d'un Amiga, par exemple, où tu voyais les pixels. C'est parmi les premiers travaux d'infographie aussi. Si tu regardes Front 85, c'est la première pochette infographique. Donc c'est aussi quelque chose qui était entre guillemets un peu innovateur à l'époque. Et je crois que tout ça a attiré une masse de gens un peu hybrides et disparates qui cherchaient quelque chose d'autre, en fait. Mais tu parles de lutter contre un marché, entre guillemets, anglo-saxon qui avait la main mise à l'époque, d'une volonté, d'une obsession, de la recherche d'un public. Mais est-ce que tout ça s'est fait de manière stratégique ? C'était intentionnel de votre part déjà à ce moment-là, c'est-à-dire d'adopter une attitude qui pouvait vous donner des chances
dans un marché musical qui était dont les anglo-saxons avaient la main mise, ou bien ça s'est fait presque par accident parce que vous étiez immergé dans la nouveauté de ce matériel électronique, dans la nouveauté de l'accessibilité des synthétiseurs, et que finalement ça s'est fait aussi un peu presque par hasard, et que votre singularité est apparue parce que c'était vous, ou bien il y avait déjà une stratégie? C'est un petit peu les deux. Il faut savoir que dans le groupe, il y a 2 graphistes, il y a un punk et il y a un historien de l'art. Donc c'est vraiment des gens très différents, mais qui fonctionnent d'une manière très complémentaire. On nous a toujours comparé à une commode avec des tiroirs. Chaque personne est un tiroir. Donc on connaît vraiment très fort nos limites de travail. Mais effectivement, il y a 2 éléments. Il y a la technologie, hein, qui est quelque chose qui pousse à de la recherche de son, mais qui pousse aussi à la recherche d'une esthétique. Donc ces synthés n'avaient pas vraiment d'esthétique. Il y avait Kraftwerk, mais très peu de groupes qui travaillaient avec ces machines. Et donc dans le temps, tu peux presque dire que chaque album de Front correspond à une révolution technique. Donc du analogique, algorithmique, digital, etc. En contrepartie de ça, il y avait aussi ce besoin d'aller contre cette grosse machine de guerre qu'est le monde anglo-saxon de la musique. Je rappelle que les journalistes étaient invités à Londres, voire à New York, pour les premières d'un album de tel et tel groupe. Quand ils revenaient ici, c'était exclu qu'ils fassent une mauvaise critique de l'album. Donc c'était, entre guillemets, relativement acheté. C'est encore un petit peu comme ça, quand tu vois des radios comme Classique 21, pour moi c'est encore une ambassade anglo-saxonne qui joue sur les légendes, tu vois, c'est arrivé comme ça, et tchic et tchac. Très intéressant, il y a plein de trucs, etc., que j'apprécie, mais c'est encore un reliquat de cette période-là. Alors, pour provoquer, il y avait plusieurs possibilités. On a toujours été, de par le graphisme, ou l'architecture, on a toujours été prendre énormément d'éléments dans d'autres disciplines artistiques. Et donc, par exemple, en graphisme, on a été fort attiré par le constructivisme, hein, ou le futurisme italien. Et ceci nous amène aussi dans une manière de travailler le visuel, presque à la manière d'une propagande. Alors, le groupe qui ne développe pas les personnalités, puisqu'on est tous, entre guillemets, des tiroirs, on s'est tous mis derrière le logo, presque comme une firme. Comment vous l'avez choisi, ce logo? Comment vous avez choisi le nom? C'est un élément purement graphique. Donc Front, c'est un élément très fort. Et le 2K2, je crois que c'est un numéro je suis pas sûr, j'en ai jamais parlé à Daniel, mais c'est lui qui a trouvé le nom au début, ce qui a fait le premier single. Je pense que ça devait être un truc qui devait se trouver sur une caisse ou un machin comme ça. Mais ça a une valeur graphique au niveau... Ça tape. Ça tape au niveau du lettrage, et c'est surtout interprétable dans plusieurs langages. Front 2 wir 2, tu es virtué, etc., etc. Et le mot front se retrouve partout aussi. Et donc, cette notion de propagande liée à certaines formes graphiques, c'est aussi une manière d'avancer, par exemple, sur les pochettes, mais qui est aussi liée à la manière de faire la musique. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un groupe rock, il y a d'abord la maîtrise de l'instrument, que tout bon groupe a en général, et il y a ce rapport, je sens ma guitare, etc. Je ne fais qu'un avec ma guitare ou ma batterie, etc. En musique électronique, il n'y a rien de tout ça, hein. Donc on se bat d'abord avec un manuel, avec un mode d'emploi. Ça, c'est la première chose. Avec l'architecture de l'élément qui est devant toi avec des boutons, hein, il faut d'abord comprendre comment ça se passe. Et donc essayer d'arriver à créer quelque chose qui puisse être communicatif et qu'on aime soi-même, évidemment, mais qui puisse aussi avoir une certaine attirance pour celui qui l'écoute. Et donc, quand tu travailles dans ce mode architectural, etc., j'utilise le mot architecture, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait, au début des années 80, c'est l'époque où on analysait très fort les médias, des gens comme Baudrillard et d'autres, mais aussi il y avait un mouvement architectural qui s'appelait,
c'est pas l'architecture moderne, c'est une forme d'architecture contemporaine qui travaillait avec des trames. Donc tu avais les trames de lumière se trouvaient à 45 degrés, les trames de circulation à 90 degrés, les pièces étaient agencées comme ça par différentes couches. Et en fait, ce mode de travail est quelque chose qui convenait très bien à la musique qu'on faisait en électronique, c'est qu'on travaillait aussi par couche. On travaillait sur un travail de rythmique, puis un travail de ligne de basse ou de fréquence basse, et puis tu travailles sur des éléments qui sont beaucoup plus disparates, et tu essayes de créer un morceau comme ça avec des sortes de conglomérats, des couches, etc. Et on se rapprochait beaucoup plus de certains travaux architecturaux ou graphiques que par exemple dire que de parler du jazz ou du blues, tu vois, qui sont des musiques qui émanent de l'esclavagisme noir, qui n'ont pas grand-chose à voir avec nous, hein, ou pas directement. Et donc, il fallait trouver une autre esthétique, il fallait trouver d'autres structures, d'autres manières de travailler, avec des machines qui n'étaient vraiment pas faciles à l'époque. Hein. C'est pas du tout user-friendly, comme on dit en anglais. Donc, il y avait toutes ces composantes qui faisaient qu'on était vraiment obligé de travailler d'une manière très isolée. Donc vraiment, l'idée quand même, sauf à me contredire, mais de fabriquer un produit. Il y avait déjà l'idée d'une forme d'entreprise. Okay. Quand tu travailles avec de la propagande, tu travailles sur la communication. Quand tu travailles sur la communication, tu travailles sur un produit qui va être diffusé. Au début, c'était vouloir craquer un peu le truc, c'était vouloir pirater, montrer que le système était pas OK. Il y avait une volonté comme ça de... C'était une forme de rébellion. Provocation, rébellion, essayer de faire autre chose aussi, avec l'atout pour nous d'essayer de quelque chose qui nous était propre. Je parlais d'identité, je peux parler d'intégrité aussi, très important. C'est ce qui vous a rassemblé, ça, cette intégrité, Je pense que oui, il ne faut pas oublier qu'on vient quasiment tous du même coin, ici du nord de Bruxelles, hein, des gens de Jette, de Ganshorn, de Laken, etc. Sauf Daniel a vécu à Schaerbeek aussi. Et donc, il y avait aussi cet esprit, je dirais même pas bruxellois, même belge, tu vois, de ne pas avoir peur de brasser différentes cultures. Il y a plein d'événements aussi qui, à cette époque-là, sont apparus. Par exemple, la possibilité d'accéder à des chaînes de TV européenne autour de nous. La Belgique est un tout petit pays, a très vite été câblée, très vite accès à l'Allemagne, à la France, l'Angleterre, la Hollande, et donc toutes ces chaînes TV nous amenaient de l'information et du son, du sampling, comme on l'appelait à l'époque, hein, donc des échantillonnages. Donc les TV devenaient des boîtes génératrices de sons super intéressantes, par exemple. Et ça, c'est un phénomène presque typiquement belge, avec lequel on a travaillé. Je fais remarquer aussi qu'il n'y a aucun musicien dans ce groupe. Donc ce sont des gens qui ont des bonnes oreilles, hein, mais il n'y a aucun vrai musicien. Et donc c'est vraiment, on travaille vraiment par collage quasiment, avec des éléments fragmentés qu'on met ensemble, et qui donnent ce genre de musique un peu hybride, qui n'a rien à voir avec des sources propres comme pourrait l'être justement le rock ou le jazz ou ces autres musiques. Chez vous, il y a un rapport encore remarquable, c'est c'est la durée du groupe, la durée du collectif. C'est intéressant de voir comment, parce qu'en plus vous vous nourrissez d'un idéal, et puis après le monde tourne autour de nous, le monde change, est-ce que l'idéal est resté, est-ce qu'il a changé, est-ce que vous avez changé? Comment tu perçois maintenant votre évolution et votre changement, et ce que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est, entre guillemets, plus intégré au monde musical, ça c'est clair. Et je crois que, parce que tu m'en as parlé un petit peu, je pense que la structure économique et financière du groupe a permis de chaque fois s'adapter dans le temps. Parce que pour créer d'autres projets, pour avancer dans le temps, notamment par exemple acheter de la technologie, hein, donc passer d'un synthé analogique à un synthé algorithmique, il vient de sortir, il faut le payer ce synthé, quoi. Donc on a dû se structurer financièrement, mais surtout avoir une politique de réinvestissement.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où les firmes de disques étaient de moins en moins, étaient de plus en plus frugales par rapport à des avances et des budgets pour des disques, il a fallu s'auto-produire, si tu veux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a débuté un peu comme tout le monde, entre nous, puis c'est devenu une ASBL, puis c'est devenu une SPRL. Donc il a fallu, si tu veux, pouvoir avancer dans le temps, avancer avec un studio, pour chaque fois, avec la technologie qui grossissait, si tu veux, ou qui était de plus en plus, pas nécessairement chère, mais de plus en plus ouverte, il y avait de plus en plus de synthé, etc. Donc faire des choix, il a fallu vraiment fonctionner en se disant, qu'est-ce qui se fait à notre époque musicalement? Quelles sont les machines qui pourraient encore faire avancer la chose au niveau technologique? Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit précédemment, une technologie pour nous était un prétexte pour une esthétique. Je me permets, en fait, ce que tu me dis, je le traduis avec mes mots, ce que tu me dis, c'est que vous avez évolué en tant qu'artiste et orienté objet, hein. Vous êtes très orienté objet. Je vois aussi, dès que j'ai mis ma pompe à chaleur chez moi, je me dis, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le son qu'elle émet. Vous êtes des chercheurs et à la fois des entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez dû vous structurer en tant que modèle entrepreneurial. Si on prend cet aspect entrepreneurial, est-ce que vous avez chacun des rôles respectifs? Comment vous avez fait pour fonctionner? Parce qu'on sait que fonctionner seul, c'est pas facile. Fonctionner à deux, c'est compliqué, mais à quatre, il y a des prises de décision, l'argent qu'on réinvestit, des fois on a des besoins d'argent qui ne sont pas les mêmes que nos collègues. Qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on investit, comment on fait, comment on gère notre gouvernance. Comment vous faites ça? Comment vous avez fait ça? Sur les 4 personnes, il y avait une personne, Richard, qui était plutôt une sorte de lion libre, qui est le gars qui est le plus punch sur scène, hein. C'est lui qui est vraiment... c'est le tigre qu'on sort de la cage, hein. Lui, c'est un performeur. Était moins intéressé par ce côté-là, si tu veux. Lui, c'était vraiment le live qui était son truc, et c'était très bien comme ça. Alors, Jean-Luc, Daniel et moi, on s'est constitués en SPRL avec chacun des rôles très particuliers. Jean-Luc s'occupait relativement plutôt de la comptabilité. On avait un studio musique dans lequel on réinvestissait, hein, chaque fois. Donc chaque fois qu'on gagnait un peu d'argent, on vivait vraiment tout juste, hein. On a toujours loué, fait attention à pouvoir vivre décemment, mais quand même chaque fois essayer de mettre chaque fois de l'argent. On avait un studio donc audio, mais on avait un studio graphique aussi. On avait des machines qui faisaient des images et des choses comme ça. Donc, il y avait des gens qui travaillaient sur la création, principalement au départ Daniel et moi. Ça passait par les chanteurs au début on s'envoyait des cassettes, c'était l'époque des cassettes. Puis après on s'est vus et puis ça. Bon, aujourd'hui, ça se passe maintenant avec un Internet, donc c'est beaucoup plus facile. Mais les gens s'échangeaient en fait des démos. Puis il y en a un qui chantait dessus, et puis un autre, et puis voilà. Et puis on se retrouvait en production et on travaillait sur, quand je parlais de fragmentation, on coupait même parfois les paroles et des choses comme ça. Mais chacun avait son rôle. Donc moi, je travaillais plutôt sur la promotion, la propagande, principal, avec Daniel aussi, ou à la création avec Daniel et la production finale. Jean-Luc travaillait sur la compta et sur tout ce qui était un petit peu la logistique. Mais c'était aussi un chanteur, donc il faisait aussi toutes les paroles. Il ne faut pas négliger. On avait tous un rôle artistique, si tu veux, mais il y avait plein d'autres trucs qui tournent autour d'un groupe, hein. Parfois, il faut prendre sa voiture, aller voir telle ou telle personne pour faire des devis concernant des locations de lumière, par exemple. La première entreprise avec laquelle on a travaillé, quand on était tout petit, c'est un gars qui nous a ouvert son garage et qui a dit, voilà, toutes mes lumières sont dans ce garage, quoi. Et c'est une entreprise qui a racheté un bâtiment de chez Ikea et qui est devenu énorme aussi, tu vois. Donc tout monte un petit peu en même temps, mais tu dois faire en fait toutes ces recherches aussi,
qui vont convenir à la manière dont tu travailles. Recherche de costumes, ça Richard faisait, lui. Il allait voir des costumes d'art martial, des trucs militaires ou paramilitaires, etc. Là où on se retrouvait, où il y avait des points communs, c'est sur justement les discussions par rapport à d'autres disciplines artistiques. Je crois qu'on aimait tous plus ou moins le même cinéma, par exemple. On aimait le même genre de film. Des artistes comme David Lynch, Lars von Trier, Ridley Scott, tous ces gens-là qui... Et ça se sent, hein, il y a vraiment une recherche de profondeur. Et à la fois dans la musique, on retrouve également des consonances allemandes très fortes, hein, berlinoises. Ouais, l'électronique est venue plus ou moins en même temps. Donc il y a cette mixité, comme tu l'as expliqué. Il y a même des échantillons de films hein, qui, à l'époque, ne devaient pas être clearés, si tu veux. Donc il y a des échantillons de films de Cronenberg, de Lars von Trier, d'Apocalypse Now, par exemple. Il fallait pas nettoyer ces échantillons à l'époque. On les a mis dedans comme ça. Un peu plus de liberté. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens tentent quelque chose et ça travaille, si tu veux, inconsciemment sur leur esprit. C'est un élément qui leur paraît commun, mais qui n'arrivent pas à déceler. Hein, parce qu'on parlait là tout à l'heure du vocabulaire du son. Le vocabulaire sonore est très peu défini, il est encore très intuitif, très instinctif, ce qui permet que tu peux injecter dans ta musique des éléments politiques, philosophiques ou des sortes d'idées qui ne vont jamais être perçues comme telles ou comme étant articulées comme telles. Donc il y a ce côté inconscient qui travaille très fort et qui aide beaucoup, si tu veux, à alimenter l'intérêt des gens pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut dire que la propagande, c'est un de vos fils rouges également dans votre recherche artistique ? Je pense que oui. Par exemple, le fait de se trouver derrière un logo. Ce logo a évolué, il y en a eu deux, trois formes, mais chaque fois, pouf, tapé comme ça avec d'abord le logo. Les gars avec des lunettes, ce côté anonymat qui fait qu'en fait, tu sais pas qui est quoi. J'enlevais mes lunettes noires et je pouvais me promener dans Bruxelles, personne ne me reconnaissait. Mais donc, il y a ce côté unitaire, anonymat, travailler vraiment dans une direction pour un produit, quelque part. Hein. Donc, un produit... je ne veux pas dire presque publicitaire, mais pas loin, quoi. Et quand on voit cette évolution, vous avez eu un rapport à la machine, Oui. Ce qui fait que pour certains à l'époque, vous n'étiez pas des musiciens. Non. Tu vois, d'ailleurs, tu dis toi-même, nous ne sommes pas de vrais musiciens. Et puis, donc, ce rapport à la machine, il est intéressant parce que depuis Gutenberg avec l'imprimerie, tu vois, dès qu'il y a une nouvelle machine, ça va être la révolution. D'abord, personne n'en veut, puis c'est la révolution, l'appareil photo numérique et aujourd'hui l'IA. Comment tu vis, toi, justement, ce rapport à la machine jusqu'à, et c'est quand même une question super importante, l'IA générative qui va pouvoir créer des morceaux à la manière de Front de 4-2 demain? Je crois que ce qui est essentiel dans le rapport à la machine, on peut même parler d'intelligence artificielle, ça va très loin, mais je crois que ce qui est essentiel dans le rapport à la machine, c'est de garder... La plus belle machine pour moi, c'est l'être humain. Donc nos rapports à nos cinq sens, un rapport vrai à nos cinq sens qui démarre à l'enfance et qui évolue et qui devrait maintenir, si tu veux, cette sorte d'éblouissement que tu as dans l'enfance. Ce rapport à nos cinq sens, pour moi, c'est la machine ultime. Ce qui s'est passé dans le temps, et je fais souvent le rapport avec la photographie, c'est que un photographe de guerre, par exemple dans les années 50 ou même avant, l'appareil photo était une machine qui n'était pas très facile à manipuler. Donc en fait, tu avais un cadrage, un objectif, un tas d'éléments, mais l'être humain devait avoir la connaissance, l'expérience, la faculté aussi de saisir le moment. Et donc, saisir ce moment, c'est lié aussi à son environnement. Donc, il était tout à fait conscient de son environnement. Il faisait fonctionner à la fois peut-être son intellect, son expérience, mais aussi des facultés très humaines, d'entendre ce qui se passe pendant que je prends la photo, de sentir, je sais pas moi, le napalm, peu importe, mais c'est une immersion absolue qui fait qu'en fait, ta photo prend un sens qui dépasse le côté bidimensionnel. Avec la technologie, par exemple, les caméras digitales, les gens sont devenus fainéants. Ils ne travaillent plus avec
les composantes internes et les facultés internes, mais ils tirent comme des malades, hein, je sais pas moi, 100 photos sur un truc, les ramènent sur leur disque dur, mais ne savent plus après la sélectionner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le sens du moment où ça a été pris, qui pour moi est essentiel. Ils se déconnectent de l'instant présent. Exactement. Et ce que nous faisons aujourd'hui, malgré l'amoncellement de technologies, c'est qu'on a gardé nos vieux réflexes. Et nos vieux réflexes, c'est un travail... Comme l'appareil photo. Comme pour l'appareil photo, même avant, mais c'est effectivement ce travail de se dire, voilà, la faculté humaine, le développement de nos sens est primordial et supplante en fait la machine qui n'est qu'un outil. Toi, tu as déjà bossé avec l'IA, tu t'intéresses à ça, tu vois un peu ce que ça sait faire. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ben, pour moi, ça reste toujours un outil comme un autre. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux demander à l'IA de faire des sons au format de ta machine. Donc avec une machine qui a des formats DOT PCM, eh bien voilà, tu lui demandes, fais-moi un format PCM pour une ligne de basse. Donc ça reste qu'un outil. Il y a aussi le fait que on s'en méfie un peu, parce que ça reste du recyclage. Ça reste de la forme de quelque chose qui va aller chercher dans de la matière qui existe déjà. Et si tu veux faire de la création, bon, forcément, tu es toujours influencé par ce que tu as connu ou ton chemin dans la vie. Tu as toujours des références, mais tu as aussi une envie d'essayer de créer de l'impossible ou de l'imprévu, ou travailler avec les accidents, par exemple. Les accidents, ça a toujours été hyper important, parce que les technologies, avant, il y avait des bugs, il y avait plein de trucs. L'accident, c'est essentiel dans un travail. Et l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de réduire les bugs au maximum et d'avoir un produit absolu, presque une encyclopédie du monde. Et donc, je me méfie quand même très fort du tout à l'intelligence artificielle. Mais dans plein de domaines, évidemment, elle est très forte. Dans les domaines médicaux, etc., on ne peut pas nier que c'est pas une avancée, quoi. Tu parlais du peu de vocabulaire musical tout à l'heure, en disant finalement la musique a fort peu de vocabulaire. On s'éloigne assez rarement on va dire des formats standards, quitte à même ne pas passer certains morceaux en radio. Est-ce que justement tu ne penses pas que l'IA, puisqu'elle est générative mais qu'elle va collecter ce qui existe déjà pour apparemment produire quelque chose de nouveau, ne va pas davantage encore appauvrir ce vocabulaire? Je pense que oui, parce que le vocabulaire dont je parle, le vocabulaire du son, est un vocabulaire qui est à la fois, pour le moment, encore de l'ordre de quelque chose d'intuitif ou même voire primitif. C'est-à-dire les gens peuvent aller voir un film et dire « Ah oui, la scène violente est grave » ou « la scène d'amour », etc. On écoute un morceau de musique, les 3/4 du temps, les gens disent « J'aime », tu leur demandes pourquoi, ils te disent bah, « Parce que j'aime, parce que ça me touche », sans pouvoir vraiment définir. Je pense que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir rentrer dans ces domaines émotionnels. Ça, pour moi, c'est clair. Donc, effectivement, ça va encore plus effacer parce que ça va devenir, si tu veux... Je me méfie aussi du langage, par exemple, que je trouve cadenasse très souvent plein de choses. Il appauvrit. Hein. Il appauvrit. Moi qui viens du domaine du son, en fait, depuis tout petit... Bon... Je ne suis pas vraiment lié à l'intellect, c'est pas vraiment, je m'en méfie aussi très fort, mais je sais que après avoir étudié des domaines comme la psychoacoustique par exemple, il faut savoir que le domaine du visuel c'est un domaine conique, hein, donc c'est un cône de, j'avais déjà expliqué, c'est un cône de 30 degrés. Au mieux 60-90 avec le satellitaire, mais tu es dans un cône de 30 degrés et donc si je te regarde, toi Steve, et je vais vers Pierre, en fait, ce que je crée, c'est une séquence de cônes qui m'amène vers toi. Ce qui fait que le visuel est très lié à une histoire, une ligne du temps d'un point A vers un point B. Je séquence, en fait. L'auditif, en fait, tout ce qui concerne le son, c'est une immersion totale tout le temps, à 360 degrés. C'est une immersion gyroscopique. Donc, tu entends ce qui se passe derrière et tu es continuellement bombardé sans pouvoir avoir cette focale. Donc,
je sais que depuis très jeune, j'ai toujours été très, entre guillemets, distrait. Ce qui pourrait être un terme péjoratif. Mais j'étais distrait parce que tout le temps attiré par tout ce qui se passe autour de moi, ce qui est en fait quelque part lié à l'enfance et à la découverte. Hein. Et donc j'ai très fort gardé cette bulle autour de moi, hein, à savoir même que le son, quand il est très bas, devient une vibration. Donc c'est encore le sens du toucher qui se rajoute à cette formule, si tu veux, gyroscopique. Et donc j'ai toujours énormément de difficultés à lire un livre, par exemple, parce que tout le temps un son t'appelle. Aux abois par rapport au son, mais ça te donne une autre façon de vivre aussi. Et donc, par exemple, la chanson, c'est un message pour moi. C'est presque de la littérature. La musique sur une chanson, on appelle ça un arrangement. Et c'est bien un arrangement, c'est-à-dire c'est une sorte de tapis rouge qui permet au message de passer. D'ailleurs, la chanson française, tu as vraiment la voix en avant-plan. Et la musique est derrière, elle assiste. Donc, elle n'a pas de rôle premier, comme pourrait l'avoir la musique classique, par exemple. Et donc, ce rapport au son reste très primaire et très primitif, mais très excitant aussi. Hein, donc, mais c'est pour ça que tu prends par exemple Bob Dylan, qui vient de recevoir un prix de littérature, alors que c'est un chanteur, mais tu fais entendre Bob Dylan à un Soudanais ou à un Éthiopien, pour lui c'est une vieille chèvre, hein. Ça sonne pas autrement. Tu lui fais écouter un morceau de musique classique, tu as quand même plus de chances qu'il y ait un rapport émotionnel qui s'installe. Et donc, pour moi, c'est une des raisons pour laquelle ce domaine peu palpable, encore très sauvage du son, reste quelque chose aujourd'hui encore, même s'il faut être arrêté, reste encore un domaine de recherche et un domaine extrêmement excitant. Je reviens sur l'IA et la question qui a été posée. Je prends un peu ton parcours et je me dis, quand tu prends chronologiquement tes albums, on voit votre recherche au travers de l'avancée technologique. Parce qu'on est vraiment là-dessus. Depuis les années 80 jusqu'à maintenant, c'est une recherche et donc on voit également l'évolution technologique. Et j'ai l'impression que l'IA, si demain on dit des morceaux inspirés de Front de 4-2, tu vois, à la manière de Front de 4-2, là où vous justement vous élargissez, c'était d'abord partir de vous et élargir sur ce qui existe aujourd'hui. L'IA fait le contraire. J'ai l'impression qu'elle génère ce qui peut faire commun, ce qu'il y a de commun chez vous, pour plaire à l'auditeur qui fait la demande, tiens, je voudrais un morceau musical inspiré de Front de 4-2. Donc j'ai l'impression que là où vous élargissiez avec la technologie, on va avoir du Front de 4-2 qui se réduit finalement. Ça suscite des questions parce que finalement ça va à l'encontre de... Il n'y a plus la propagande, on retire tout. On a juste un morceau musical inspiré de Front de 4-2, mais on n'a plus la propagande, on n'a plus l'évolution technologique et on n'a plus votre inscription gravée dans le temps. Donc ça rompt avec votre histoire. Mais mes questions, c'est comment tu vis ça ? Est-ce que vous avez les moyens un peu comme les BD où quelqu'un se dit mais tiens, maintenant un nouveau dessinateur peut reprendre la BD qui a été donnée, mais est-ce que le sens est encore là ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut pouvoir arrêter une œuvre et dire je veux qu'on puisse ne plus utiliser mon nom à l'avenir ? Comment tu vis ça ? Vous en avez parlé ensemble ? Dans l'histoire de la musique, il y a toujours eu, je pense, des gens qui s'inspiraient d'autres. La différence avec ce dont tu parles, pour moi, c'est qu'il y a une vulgarisation, de par la vulgarisation de la technologie. Hein, donc, toutes ces machines, en fait, j'avais utilisé le mot là tantôt, nous rend fainéants, mais aussi vulgarisent un petit peu tout. Donc, en fait, ce qu'on perd, par exemple, ce qu'on avait, on en a parlé avec des albums, c'est ces notions de concept. On parlait de propagande aussi. La propagande, ça s'articule d'une certaine manière, slogan, symbole, imagerie, etc., etc. Les gens ne se... j'aime pas dire les gens en général, mais ces questions se posent moins dans notre société. On se pose moins ces questions de savoir s'opposer à la consommation. Tu vois, ça c'est cette sorte d'effet de rébellion, c'est pas pour rien, on parlait, il y a eu des mouvements punk, même des mouvements new wave et autres. Les mouvements n'existent plus dans le monde culturel, ou plus rarement,
parce qu'il n'y a plus cette symbiose. Il n'y a plus de rencontres. Pardon ? La rencontre est difficile aujourd'hui. Il y a moins de clivages, on essaie d'avoir des gammes qui correspondent à un maximum de personnes. Oui. Dans l'ameublement, c'est pareil, tu finis par avoir les meubles qui conviennent à un maximum de personnes. Le salon de l'un ressemble au salon de l'autre, ou en tout cas on va s'y retrouver. On n'a plus cette spécificité, ce clivage qui fait que, oui, il y a plein de gens qui ne nous aiment pas, mais ceux qui nous aiment parce que nous sommes ça. Front de 4-2, le public de Front de 4-2, on peut dire, il y a plein de gens qui n'aiment pas Front de 4-2, mais ceux qui vous aiment vous sont fidèles parce qu'ils savent pourquoi ils vous aiment. Oui, mais moi, ce qui me sauve dans ma tête, c'est qu'en fait, il y a toujours une révolution qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'underground, ou la subculture, est toujours là. Il y a des petits concerts à gauche, à droite, il y a des endroits... Il y a des rebelles. Sombres, il y a des rebelles. Il y a 60-100 000 personnes dans la rue, il y a 2 jours. Il ne faut pas rire, quoi. Il y a quand même encore des gens qui savent, je dirais presque pour faire une image caricaturale, qui savent lever le poing, quoi. Et c'est une des raisons qui m'excite aujourd'hui, d'ailleurs, d'avoir arrêté Front, c'est de pouvoir aller me ressourcer dans des petites choses d'avant-garde. Mais c'est très fort ce qu'on appelle de l'underground. Je pense que ça a toujours existé et ça existera toujours, ce mouvement-là. Maintenant, ça se passe plus dans des endroits avec des concerts ou des performances ou des squats ou des choses comme ça. Mais moi qui ai fréquenté par exemple des étudiants à la Cambre, je peux te dire qu'ils se réunissent dans des lieux très particuliers, des banques abandonnées, ils louent une maison pour faire une galerie entre eux, etc. Je pense qu'il y a toujours ce besoin de se démarquer. Il y a de l'espoir. Ben oui, ça c'est clair pour moi. Par contre, dans la grande image, etc., c'est vrai qu'il y a une sorte de... Ça s'aplatit et ça devient de plus en plus compliqué. Et il y a une forme de naïveté ou de méconnaissance ou d'inconscience qui s'installe, qui fait qu'effectivement des leaders politiques peuvent se permettre beaucoup de choses et les gens les croient. Il y a plus l'esprit, on parlait de concept, mais l'esprit critique aussi a fort disparu. J'aimerais bien justement qu'on parle de ça, donc du rapport au public, du rapport au concert. Ces gens que tu croises, tu as été catalogué, Front a été catalogué parfois par les gauchistes d'extrême droite, par les gens de droite d'extrême gauche, on ne savait pas où vous mettre. Mais dans tous les cas, dans tous vos concerts, on se rend compte qu'on est dans un concert qui est atypique, on arrive tout de suite dans un concert de personnes engagées qui connaissent leur musique. Ça va pas être, tu vois, les Spice Girls, quoi. Tu vois, on n'est pas dans le mainstream. Comment tu vois encore le rapport à ton public, les rencontres, justement? Comment tu vois évoluer ça au travers du temps? Qui sont les personnes qui viennent vous écouter aujourd'hui? Il y a des jeunes, il y a des vieux, comment ça se passe? On vient de faire 3 concerts à l'Ancienne Belgique et c'était très hybride. C'est un public très fidèle. Mais on fait presque partie d'une grande famille. C'est-à-dire ces gens, on rencontre énormément de personnes qui nous disent « Moi, je vous suis depuis 85 » ou « Je vous suis depuis 92 ». Donc il y a cette sorte de fidélité d'un public. Le public jeune, c'est soit des gens qui s'intéressent à la musique électronique ou qui sont DJ par exemple, qui veulent redécouvrir l'ABC de la musique analogique et qui viennent écouter ces morceaux. Ou alors c'est parfois aussi simplement des enfants qui sont obligés de venir voir le groupe parce que leur père leur dit « il faut que tu vois au moins une fois ce groupe dans ta vie ». Mais c'est très mélangé comme public, mais c'est un rapport, je parlais de famille, c'est vraiment une famille, c'est assez bizarre, mais à l'Ancienne Belgique, je crois que les 10-20 premiers rangs, je les connaissais tous. Je ne veux pas dire que c'est tous des potes, mais c'est tous des gens que j'ai déjà vus à gauche, à droite. Pour certaines personnes, c'est une religion. Tu as le même effet avec un groupe comme Depeche Mode. Quand Depeche Mode fait une tournée, il y a des gens qui voyagent. Moi, je connaissais des gens qui prenaient congé à leur boulot que pour aller voir Front de 4-2. C'est une manière aussi d'aller voir d'autres villes, d'autres pays, d'aller voir des musées en après-midi pour aller voir le groupe le soir, des choses comme ça. Donc, je ne vais pas dire que c'est vraiment une religion, mais c'est quand même une motivation qui en vaut une autre. Et comment tu vois maintenant l'évolution du
du business musical. Je pense encore à Stromae qui, à certains égards, a travaillé aussi dans sa chambre, a travaillé ses samples, et puis s'est retrouvé parfois explosé par rapport à la pression. Quand à un moment donné, tu ne peux plus faire un concert, parce qu'on vit avec les concerts maintenant, on va mettre un argent de dingue, les assurances, c'est compliqué de s'assurer maintenant. Comment ça Je crois que c'est essentiellement le live qui est, donc les concerts live qui sont devenus la vache à lait. Le core business. Voilà, exactement. Et il y a eu une transformation, en fait, de tous les requins, entre guillemets, du business de maison de disques qui s'est transvasé sur le live. C'est-à-dire que tu as des monopoles, comme Live Nation, par exemple, qui est un monopole. Tous les gros festivals comme Werchter et autres, c'est eux qui possèdent tout. Aux États-Unis, ils possèdent toutes les radios. Les groupes qui s'y opposent sont bannis, n'existent quasiment plus. C'est arrivé à plusieurs groupes de s'opposer à Live Nation. Ils ont disparu. C'est de la censure par le business, quoi. Tout à fait. Et donc, tu as de plus en plus de managers. Je me demande, Stromae, je crois que c'est pas son public qui l'a tué. Je crois que ce sont tous les gens qui sont autour de lui. Tu as des managers, par exemple, le merchandising, un bête exemple. Le merchandising chez nous représente quasiment 30% de nos revenus. C'est énorme, hein? On vend énormément parce qu'on a une imagerie très forte, les t-shirts, etc. Mais quand tu signes un contrat, maintenant, avec une firme de disques, ils essayent d'obtenir ton merchandising. Ils veulent te choper. Voilà. Donc tu as des gens dans le business qui vont s'intéresser à tout ce qui se passe en live, essayer de travailler avec des firmes de lumière pour lesquelles ils ont des avantages. On a eu l'exemple avec l'ancienne Belgique, on voulait imposer notre écran LED, donc avec des gens qu'on connaissait, etc. Il y a eu, je ne vais pas dire une bagarre, mais on en a quand même discuté. Et l'AB nous a dit, écoutez, vous prenez l'écran que nous louons et on obtient une réduction dessus. Si vous voulez votre écran, c'est vous qui devez le payer. Donc tu vois, on essaye de raboter partout sur ce live, de voir tous les secteurs du live, et tous les... Mais non, ça s'est très bien passé avec l'AB, ce sont des gens très corrects, je ne vais pas... Mais c'est plutôt pour illustrer justement le fait que la pression est partout sur plein de points. Sur eux aussi, tu vois, donc je pense que les gens vont où il y a de l'argent, mais il faut pas rire quand tu fais un festival, que tu fais payer entre 60 et 120 euros par personne et qu'il y a 10 000 personnes, tu vois ce que ça génère comme masse d'argent énorme. Tout ne va pas au groupe, hein. Il y a quasiment en moyenne entre 15 et 20-25% qui va au groupe. Tout le reste va ailleurs. Moi, quand je reçois des fiches des settlements, comme on appelle ça, des statements d'un concert, donc il y a deux manières si tu veux parler un peu business, il y a deux manières d'aborder un concert. Soit tu veux faire attention de ne pas perdre d'argent et t'assurer de pouvoir payer toi ton personnel et tes avions et tout ce que tu es en train de monter. Et là, tu demandes un forfait. 10, 20, 30 000 euros, peu importe. Tu demandes un forfait. On oublie tout, le gars te paye ton forfait. Et tu te débrouilles. Qu'il fasse 400 personnes, qu'il en fasse 4000, peu importe. Il y a une autre manière de travailler où tu dis, voilà, tu peux travailler... Nous, ce qu'on fait, c'est on demande un forfait. Le gars, le promoteur n'y croit pas dans le groupe. Donc, il te fait un forfait très, très petit. Tu lui dis, OK, ça va. Le forfait très, très petit, après toutes les dépenses, ce qui revient au groupe, c'est 80% des bénéfices. Ce qui revient au promoteur, c'est 20%. Si le forfait est large, donc qui te paye beaucoup, il prend plus on de se risques, retrouve à 50-50 ou lui a plus, etc. Mais donc, ça veut dire qu'après, quand tu te retrouves dans un rapport de pourcentage, tu as aussi tu dois voir toutes les dépenses. Donc, toi, en tant qu'artiste, tu as des postes qui apparaissent que tu dois pouvoir évaluer et dire c'est juste ou pas juste. Par exemple, tu as la Croix-Rouge, tu as les sécurités, tu as les barrières, tu as la SABAM, tu as les frais de l'installation sonore, le PA, tu as les frais des lumières, tu as les frais de la projection, tu as les frais des régisseurs, tu as les frais des techniciens qui t'accompagnent. C'est un truc de dingue. Alors quand tu vois par exemple 2000 euros pour des posters, tu dis ça n'existe plus.
Ça, je n'accepte pas. Donc tu es vraiment presque comme un businessman face à un promoteur à ce moment-là. Et puis si t'es pas de bol ce jour-là, à une date de concert, t'es grippé, ça marche pas, t'es vraiment pas bien. Il y a des clauses dans les contrats, il y a des clauses de force majeure par exemple. Mais donc il y a des assurances et c'est toi qui dois les gérer aussi. Il y a des assurances aussi, tu essayes de faire un report aussi, hein, parce que ça peut aussi se faire, reporter plus tard, etc. C'est compliqué, ça nous est arrivé rarement, mais ça nous est arrivé quand même de parfois devoir annuler des concerts. Ça c'est compliqué avec le temps, c'est de plus en plus compliqué pour toi, c'est aussi gérable. Quel conseil tu donnes à un groupe qui maintenant a son identité, s'entend bien, a son public, commence à avoir son public et commence à être interrogé ou souhaite être interrogé, est à la limite, tu vois, du basculement de l'amateur vers le semi-pro, je vais dire. Oui, je pense que d'abord un écolage dans des petites structures pour apprendre quels sont les paramètres et les composantes de faire des concerts entre guillemets commerciaux ou plus commerciaux, ça c'est hyper important. Comme quoi, comme petite structure, tu veux dire? Aller dans des salles de 200-300 personnes, voir un peu quels sont les paramètres en jeu, qu'est-ce qu'on te compte pour le catering, pour ce que tu manges, qu'est-ce que le système son, la différence entre un bon système son et un mauvais système son. Donc, est-ce que ça vaut la peine de, entre guillemets, perdre un peu d'argent, mais d'avoir un son qui est vraiment très bon parce que c'est un investissement pour le futur, etc. Donc, être conscient de tous ces paramètres parce qu'il y en a un paquet aussi, hein, ça peut être les lumières, ça peut être le type de salle dans laquelle tu vas jouer, ça peut être essayer de s'exporter, c'est plus intéressant d'essayer de s'exporter très vite, même dans des plus petites structures, que d'essayer de devenir très gros en Belgique, parce que quand tu deviens très gros en Belgique, tu restes en Belgique. C'est petit toujours. Terminé. Donc, ça, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de bouger. Il y a des circuits qui existent. Hein. On voit régulièrement des groupes d'un peu partout qui jouent à Paris, puis qui vont à Amsterdam et qui se disent, tiens, avant d'arriver à Amsterdam, je trouve quelque chose à Charleroi chez Rockrill, et puis je vais à Amsterdam, qui font des petites tournées comme ça, et qui apprennent le métier sur le tas. Ça, je crois que c'est incontournable, presque d'une manière artisanale. Et puis, une fois que tous ces éléments sont bien en place, l'essentiel aussi, c'est d'avoir un sens logique. Tu vois, les composantes, on les connaît, c'est la qualité du système son, la logistique, ce que ça coûte. Quand tu fais un groupe et qu'il y a 10 personnes, forcément, c'est 10 fois plus compliqué. Il y a 10 hôtels, il y a 10 tickets d'avion, etc. Tu es parfois obligé de réduire ou d'avoir une formule qui travaille à l'étranger avec des ordinateurs et 3-4 gars et des formules qui travaillent en Europe plus facilement avec un... Voilà. Si vous commenciez aujourd'hui, vous le referiez? Je le referais pour la passion, mais pas pour le métier. Donc, c'est triste à dire, c'est un petit peu comme ça. Mais le coup de bol qu'on a eu, c'est que la passion a engendré le métier chez nous. Je ne sais pas si ça, c'est encore possible. Il faut du talent, il faut énormément de travail, et il faut de la chance. La chance, ça joue énormément. C'est les trois, hein. Parce que je me dis, votre identité, elle était quand même exceptionnelle pour l'époque. Tu prends ça maintenant, tu donnes ça à quelqu'un qui ne connaît pas, qui écrase le temps et qui voit ce que vous avez fait, on peut passer à côté de pas mal de choses. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous suivre dans la chronologie, dans l'environnement qui était le vôtre. Vous étiez toujours avant-gardiste, et tu l'as dit, hein, vous n'êtes pas qu'intellectuel, vous êtes très émotionnel. Parce que ça touche à l'émotion tout de suite. On met un morceau de front, on est tout de suite dans une émotion particulière qui parfois nous est étrangère. On pouvait se dire, moi j'ai découvert des émotions avant de les vivre moi-même, si tu veux. Tu vois. Mais c'est pas facile d'avoir tous ces éléments-là. Une forme de naïveté pour se dire on le fait, on se rencontre, on est entre nous, on est entre potes, on va se voir dans notre... Et puis vous êtes devenu ce que vous êtes, quoi. Cette machine connue dans le monde entier. Je crois qu'on a eu la chance d'être complémentaires. Ça, c'est quelque chose qui a joué quand même, les 4 membres du groupe qui nous permet... Il faut savoir qu'avant de faire un album, je pense que... Avant de commencer, quand on rentrait au studio, on passait quasiment 1 heure ou 2 juste à parler. À discuter, à parler des news, à parler d'art, de choses, etc. On parlait énormément. Vous vous aimiez? D'une certaine manière, oui.
puisque 44 ans, c'est plus qu'un mariage. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on se respectait, mais on connaissait aussi nos limites. Et ça, c'est quand même important, à part un gars dans le groupe qui avait un peu plus d'ego que les autres, mais ça t'as toujours, mais savoir, un peu comme dans une société, hein, savoir où sont tes limites, où tu es bon, où tu sais bien faire, c'est quand même essentiel, qu'il n'y a pas de dérive, quoi. Et puis à chaque moment, à chaque temps libre, tu avais les moments où vous vous rencontriez, vous vous retrouviez. Oui, peut-être moins souvent que dans le rapport à la musique, hein, mais oui, puisqu'on vient tous de la même commune quasiment, donc il y a cette substance belge, bruxelloise, peu importe, qui fait qu'on se comprend sans se parler, ou il y a des choses qu'on ressent sans devoir les dire, tu vois. Je veux justement interroger le point de vue entrepreneurial. Donc moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs également qui démarrent ensemble, et démarrer quelque part, j'ai envie de dire, c'est facile, bizarrement, dans le sens où il y a un certain feu, il y a une découverte, quelque chose où on est avant les autres, et on co-construit et on découvre ensemble. Et puis, généralement, je les rencontre après 7 ans, 8 ans, le moment où chacun, indépendamment, leur vie a changé. Il y en a qui se sont mis en ménage, il y en a d'autres attendent un enfant, etc. Et on sent que les besoins ou les envies privées pèsent dans la balance. Tu vois, est-ce que ça vous est arrivé? Comment vous avez fait pour gérer ça? Parce que je sais que c'est un vrai moment, parfois clivant, de se dire, tiens, mais est-ce qu'on a tous envie de la même chose au même moment? Il y a un mot-clé, c'est la passion. La passion, ça dépasse tout. Je me souviens d'avoir vécu avec ma copine qui m'a dit à un moment, écoute, tu dois choisir, c'est moi et la musique. Et bon, c'est elle qui est passée à la trappe. Donc, à un moment, et je pense que dans le temps, même quand tu as une société, nous, ça a été notre chance dans la musique, c'est chaque fois se renouveler, ne jamais être content, aussi ne jamais se retourner, jamais regarder en arrière. Tu vois, jamais dire, oh, j'ai déjà accompli ça, on se retournait jamais, on regardait toujours devant, se renouveler et avoir cette passion, cette excitation pour de la découverte. Je faisais le rapport à l'enfance. Je veux dire, qu'est-ce que fait un gosse? Il a envie chaque fois de connaître, et c'est le moteur essentiel. C'est le moteur. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'étais à la mer avec mon fils, j'arrive sur la plage et puis je vois la mer du Nord, un peu brune, noire. Je me dis, tiens, est-ce que c'est pollué? Est-ce que je le laisserai rentrer dans l'eau? Et toi, tu te fais tout. C'est marée haute, marée basse, les protozoaires, les amis. Enfin, la mer, ça représente plein de choses en tant qu'adulte. Le temps que je réfléchisse à savoir si je devais le laisser aller dans l'eau, il était déjà dedans. Il y a ce truc intuitif, cette envie, ce goût de vivre. De vivre, parce que l'enfance a un langage imaginaire qui est à en devenir et qui a à construire. Je me suis très longtemps penché sur quels sont les processus créatifs. Qu'est-ce qui fait que tu as un processus créatif? Parce que quelque part, c'est un moteur, que ce soit pour une entreprise, pour un couple. C'est ce qui fait que ce renouvellement et ce besoin de se relancer chaque fois, de ne pas se satisfaire. Tu t'installes jamais, on dirait. Hein. On dirait que tu es quelqu'un qui je modélise aussi la façon de faire, et j'ai l'impression chez toi que tu détestes t'installer. Oui, c'est un mouvement perpétuel. Il n'y a pas de confort réel chez toi. Pourquoi? Pourquoi le confort? Il y a un état d'urgence chez toi. Non, mais c'est aussi, si on va plus loin, c'est un rapport à la mort. Hein. Je veux dire, si tu réfléchis bien, on va tous y passer. Et donc, c'est le mouvement, cette électricité que tu es en train de générer, qui est le moteur unique. Puisqu'après, c'est le vide. Sauf si tu es croyant, hein, mais je veux dire, surtout maintenant, j'ai 66 ans, je me dis, il me reste 10 ans à vivre. La motivation est encore plus forte. Le physique n'est plus là, hein, mais la motivation... On dit aussi qu'on disparaît à partir du moment où plus personne ne parle de vous. Mm-hmm. Est-ce que tu peux dire alors, Patrick, que vous avez atteint l'immortalité? Ou en tout cas, que tu vas vivre encore pas mal de siècles? Oh. Comment tu vis ton rapport à l'objet? C'est pas quelque chose qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est le jour. Tu vois, je te disais, redécouvrir la culture que j'ai perdue parce que mon métier m'accaparait tout le temps. Et
l'excitation, la beauté, il y a tellement de choses qui sont... On parlait des 5 sens, voyager, j'adore faire de la plongée par exemple. Notre planète c'est 70% d'eau et on vit sur 30% de terre, il y a plein de trucs à découvrir. Je veux dire, ça n'arrête pas. Il y a aussi, on parlait de rébellion, il y a aussi le besoin de devoir se relever par rapport à ce qui est en train de se passer politiquement dans le monde, tu vois, donc il y a... On y vient justement alors, Patrick. Quel est toi ton regard sur notre monde contemporain, ce qu'on vit aujourd'hui? Ben, je pense qu'il est très tranché. Tu vois, on va parler soit de capitalisme, soit de wokisme, soit... On a tendance à essayer de cataloguer les gens dans des registres bien particuliers. Et je trouve que notre monde manque de solidarité. Ça, c'est clair. Quand je dis solidarité, je fais de nouveau un rapport à des lois naturelles. J'ai l'exemple de mon frère. Donc, on est né dans la même famille, on a eu la même éducation, on a eu les mêmes chances d'aller à l'école, etc. Mon frère a un autre mode de pensée. Il est peut-être moins intellectualisé que moi, ou il a peut-être moins de facultés que moi sur certains points. Il en a d'autres ailleurs, hein. Bon, je ne juge pas. Mais il y a des gens qui, par leur naissance, sont, entre guillemets, plus handicapés par rapport au fonctionnement de la société. Et là, je parle faire de l'argent, avoir des mécanismes de défense par rapport à des gens qui t'interpellent, etc. Donc il y a des gens, de par la naissance, nous sommes inégaux. Donc je trouve qu'il y a un besoin de solidarité qui est absolument nécessaire si on veut que tout fonctionne. C'est le prendre soin, c'est le care en fait, ce dont tu parles. Oui, bien sûr. Et ça, pour moi, ça disparaît tout doucement. Parce qu'on parlait de la technologie a une vision individualiste, de plaisir individuel, de consommation individuelle. Et donc, on perd un petit peu toute cette issue sociétaire, pour moi. On parlait de front, nous, on est arrivé à faire quand même quelque chose sur X années. Donc, je pense qu'il faut, on parlait des peuples indigènes, etc. Je pense qu'il faut retourner vers la nature. Se réancrer? Oui, c'est en nous. Je pense que c'est en nous. Il faut juste le faire vivre, il faut le faire ressortir. Je veux dire, quand on parle par exemple de l'amour, un grand sujet, etc., ben, il a pris des formes tellement différentes à travers les écrans, à travers la pornographie, à travers ce qu'il faut pas, les couples font ci, les couples font ça, etc. C'est une société qui est toujours en mouvement, mais pour moi qui perd un petit peu quand même certains éléments basiques qui sont liés à nos facultés, à notre corps. Je reviens sur les sens dont tu as parlé. Est-ce que je me fais un constat et tu me dis ce que tu en penses. J'ai le sentiment qu'en termes de son, on a de moins en moins d'endroits de silence. Je pensais à un moment donné à un kiosque à musique. Je me dis, tiens, avant, un kiosque à musique, c'était un endroit sonore baigné dans le silence. Et donc, tu te baladais dans une ville de silence, t'entendais une calèche parfois, un truc comme ça, et puis tu étais attiré par un son, et tout le monde arrivait dans cet endroit central qui était... Aujourd'hui, tu peux mettre un groupe qui va jouer là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'entendre parce qu'on est déjà baigné dans tout un tas de sons. J'ai le sentiment que les images, on est dans la même chose. Quand on écoutait un morceau musical ou quand on allait avant regarder un film, on s'arrêtait de notre instant présent pour déguster une œuvre, prendre le temps d'eux, et on était toujours, j'ai l'impression, dans l'instant présent face à une œuvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modes réflexifs où tu allumes la radio parce que tu te réveilles et tu entends ce bruit qui n'est pas le bruit d'ici et maintenant, mais qui est un bruit. C'est pas du son, tu n'écoutes pas un morceau musical, tu as du bruit. Tu mets devant tes enfants des tablettes qui sont des images mobiles, alors que toi tu es dans une image fixe. On est ici dans notre salon, l'image elle est fixe, on doit tourner pour avoir un narratif, on doit tourner la tête, et là on met tout le temps des images mobiles, on se déconnecte du réel tout le temps. Est-ce que tu penses que cette désolidarisation de la personne qui nous est proche a un rapport avec cette masse d'informations qu'on reçoit tout le temps et qu'on s'assomme? Je pense que oui, parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver la substance, de déceler exactement le fond des choses. Hein, tu parlais
c'est un rapport au temps aussi. Hein. Tu vois un film comme Mort à Venise qui fait 2h30, qui est super lent et qui se traîne. Tu montres ça à un gars de 16 ans et il devient fou au bout de 3 minutes. Quoi, hein. Pas tous, hein, mais je ne généralise pas. Le rythme a changé. Hein. Il y a un rapport au temps qui a extrêmement changé. Il y a un rapport au bruit aussi qui a changé. Avant, le silence existait par intervalle et par interstice. Aujourd'hui, le niveau du silence commence avec du bruit. Et puis il y a au-dessus, tu vois, pour les images qui nous bombardent, c'est un petit peu la même chose. Dans le rapport au son, il y a toujours 4 éléments en fait. Quand tu travailles avec le son, il y a au niveau physiologique, il y a le fait d'entendre. Donc là, c'est si tu veux un brouhaha qui est autour de toi. Il y a le fait d'écouter, c'est un moment tu vas dans cette masse de bruit, tu vas essayer de toi écouter quelque chose qui t'est plus précis. Il y a la perception, là c'est un moment où tu pointes un élément. Et puis il y a la compréhension. C'est-à-dire que tu as entendu, écouté, perçu, et puis ce son qui te vient, tu vas essayer de lui donner un sens. Hein, une cloche, église, village, Moyen-Âge, machin, t'es parti. Hein. Donc, mais cette idée de pouvoir déceler et d'en faire quelque chose de compréhensif, ça disparaît tout doucement parce qu'il y a un rapport rapide à la consommation. Donc, on n'a pas le temps de traiter toutes ces infos. On n'a plus le temps de traiter, en fait. On est submergé par les infos. Oui. Mais attention, la faculté humaine fait aussi qu'on arrive à les prendre beaucoup plus facilement. Parce que je vois avec mon fils, quand lui travaille sur un ordinateur, c'est plein de petites images partout, mais il les voit toutes. Donc on bouge un petit peu aussi avec ces technologies-là. Hein, donc je veux pas c'est ce qui nous rendrait un peu, c'est ce qui nous éloigne un peu de l'émotion. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société où on est de plus en plus dans une réaction émotionnelle. Et en même temps, on a de moins en moins d'émotions sur des choses qui pouvaient nous toucher ou nous sensibiliser très fort avant. Où il n'y a pas d'action à l'émotion, tu vois. On réagit avec une émotion, mais on n'agit pas pour changer les choses. Avant, une émotion générait une action forte et solidaire. Tu prends les grands concerts, tu vois, donc il y avait les touches pas à mon pote, ces grands mouvements, tous ces grands concerts pour lutter contre la faim. On n'a plus tout ça. On est rempli d'émotions, on réagit effectivement, mais on n'agit pas. Pour moi, je pense très souvent, c'est une méconnaissance de soi. C'est-à-dire qu'on a une émotion, mais on ne la comprend pas, ou on ne peut pas l'expliquer, ou on parlait de traiter, mais on n'interprète pas, on n'essaye pas de voir plus loin ce que cette émotion fait comme changement dans notre corps. Quand moi j'allais voir, je me souviens aller voir des films, sortir du film et être complètement dingue, ça avait changé ma vie, tu vois. Mais comme élément moteur pour pouvoir après travailler sur de la création sonore ou musicale, c'est essentiel. C'est un truc. Comment est-ce qu'on crée des ponts? Tu vas voir un spectacle de. J'ai travaillé avec de la danse, par exemple. Hein, j'ai travaillé avec de la danse contemporaine. J'étais projeté là dans ce groupe de danse contemporaine. Ils étaient tous à poil en train de faire plein de mouvements dans tous les sens. Ils m'ont demandé de faire de la musique pour leur pièce, mais ils m'ont demandé aussi dans les résidences que la musique soit des éléments provocateurs pour leur mouvement. Mais j'ai dû apprendre le langage du mouvement, faire des ponts entre qu'est-ce que ça voulait dire soniquement en fait, ce que j'étais en train de voir comme mouvement, ou qu'est-ce qu'un son avec une vibration très basse, par exemple, faire venir des subs, des infrabasses, en me disant avec ça je vais faire vibrer toute la masse de gens qui sont en train... Comment est-ce que tout ça va interférer? Mais quel apprentissage j'en déduis aussi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est purement de l'ordre de la consommation. J'ai fait, on a produit, on a aimé, on n'a pas aimé, etc. C'est aussi quel bagage est-ce que ça m'apporte à moi et comment je vais transporter ces valises dans ma vie et dans ce que je vais faire plus tard. C'est des acquis, ce sont des acquis hyper importants. Le problème quand tu es constamment bombardé et que tu as l'intelligence artificielle qui travaille pour toi ou du recyclage à gauche et à droite et que toutes ces choses se font pour toi, ça te rend fainéant. Ça veut dire que tes sens ne sont plus à vif. Il y a un élément aussi essentiel que tu m'as dit, entre guillemets, j'aimerais bien le reprendre. Dans tout ce que tu me dis, il y a aussi un point commun, c'est
dans la rapidité de tout ce qu'on reçoit, parfois, on n'a même pas le temps de le traiter et puis de le partager, de l'échanger. J'ai l'impression aussi que, et en tout cas dans votre groupe, c'est ça aussi, tu dis, on prend un temps, quand on vient, on se rencontre, on discute d'abord, on parle, on échange. Quand tu sors au cinéma, tu es à vif avec ce cinéma, mais c'est surtout important quand quelqu'un d'autre a vécu quelque chose et que tu peux échanger tout de suite sur ton émotion et la traiter. Tu vois ? J'ai l'impression qu'il y a ce rapport à l'autre qui est essentiel pour traiter l'information qu'on vient de vivre. Comment tu vois ça ? Quel est ton besoin de pouvoir échanger ? Ben, c'est essentiel, c'est pour moi presque un désir. C'est quelque chose... Ton public fait ça d'ailleurs beaucoup aussi. Oui, hein. oui, tout à fait, mais c'est ce qu'on retrouve dans une amitié, c'est ce qu'on retrouve dans un rapport amoureux. C'est le fait de pouvoir communiquer et avoir un échange où tu trouves en face de toi un répondant qui t'alimente toi aussi, qui te ressource toi aussi, si tu veux. Donc c'est cette richesse de l'imbrication, en fait, de deux émotions qui, à un moment, paraissent être connectées. Parce que ça donne une puissance. Ton public est connecté à toi parce que, contrairement à un public mainstream où n'importe qui peut mettre son jean et son t-shirt et aller voir un concert, chez Front, on ne met pas juste un jean et un t-shirt. Il y a des gens qui mettent leurs habits de velours, j'ai envie de dire. Tu vois, qui vont mettre ils ne se déguisent pas. Ils mettent la personne qu'ils aiment être en folie, en sortie. Tu sais, ce côté dark. J'imagine que tu n'as pas ça dans le monde entier. C'est encore pire. Hein, les gothiques, c'est encore tout le bazar, etc. Mais donc, on se prépare. Tu vois, le fait de s'apprêter pour aller à la rencontre de son groupe. Vous vous apprêtez pour aller à la rencontre de votre public. Il y a un côté, et c'est ce que tu dis aussi par rapport aux vibrations, aux basses. Il y a un côté très kinesthésique chez vous et dans ta recherche. C'est une musique électronique qui, quelque part, est supposée être très hermétique, hein, ou très froide, où il y a au début de la musique électronique, c'est comme ça qu'on la définissait. Mais il y a quand même, je pense qu'on est arrivé de par l'aspect physique qu'on lui a donné, notamment les gars qui bougent sur scène, les lumières, les dynamiques qui existent sur scène, mais aussi un élément qui est important chez nous. Par exemple, tu as des échos qui permettent à la voix du chanteur de se répéter. Les échos sont calculés dans les tempos, dans les tempi, hein, de chaque morceau, mais ça permet d'avoir toujours une voix, des slogans. Il y a une recherche de quelque chose d'organique qui doit commencer à apparaître entre le public et la musique. Mais c'est la musique qui est l'élément générateur premier. Et donc, essayer, de par une musique qui quelque part est très raide, puisqu'elle vient de synthétiseurs avec des modes d'emploi impossibles et d'une manipulation extrêmement complexe, d'arriver à quelque chose qui soit plus organique avec des sortes de détours ou de loopholes, hein, si tu veux. Par exemple, le travail avec la lumière. Pour moi, la lumière, c'est l'allié par excellence du son. Hein, donc la lumière, les flashs, les stroboscopes, etc., la fumée, etc. Tu essaies de créer de quelque chose d'organique pour créer une sorte d'ensemble. Et donc il y a eu un travail, une vraie recherche musicale et visuelle. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des réflexions sur le rapport au corps, le travail au corps? Comment toi tu as traité le corps au travers de ton œuvre et de ce que vous avez fait? Ça, c'est relativement compliqué parce que ce type de musique, surtout au début, t'oblige à être un peu dans une forme de retenue. J'avais dit aussi qu'on s'était fort rebellé contre le business musical. Et donc, à cette époque-là, il y avait aussi ce qu'on appelle la cult wave. Il y avait aussi ce qu'on appelle la musique industrielle. La musique industrielle, c'est des trucs très durs, très lourds, etc., qui dénonçaient l'esclavagisme des ouvriers face aux machines, etc. Puisque... comment expliquer ça? Si tu prends l'histoire du rock et du jazz, etc., pour synthétiser, pour aller très vite, c'est le bâton du maître qui donne le rythme. Ce bâton de maître, normalement, un rythme cardiaque, c'est 120 beats par minute ou 60, un multiple de 60 quand tu es à l'aise, 80 quand tu es un peu excité. Et donc, le bâton du maître, en fait,
était, si tu veux, l'incentive, la simulation pour que les esclaves travaillent un peu plus vite, ils tapent un peu plus vite, etc. Quand la révolution industrielle est arrivée en Angleterre au siècle passé, les machines ont commencé, tu vois, Charlie Chaplin, etc. Les machines ont commencé à accélérer ces rythmes. Donc les gens bossaient de plus en plus vite, etc. Ce qui s'est passé avec la musique électronique, c'est qu'on a eu accès à tous ces tempos. Tu pouvais faire des tempos de 200 bits par minute qu'un batteur ne savait pas taper. Tu avais des boîtes à rythme qui permettaient d'accéder à tous les sons d'un batteur, que ce soit des toms, des crashs, des machins bazar, alors qu'un batteur n'a que 2 jambes et 2 bras. Donc tu pouvais créer des sections de batterie jouées par une pieuvre, hein, avec 8 bras ou un machin comme ça. Donc il y avait plein d'éléments qui étaient générés, qui n'étaient pas naturels. Et donc, avec ces modes d'emploi compliqués, ces machines compliquées, tous ces trucs qui n'étaient pas naturels, etc., ça te met un petit peu dans un état où tu es très raide, tu travailles pour avancer et presque mathématiquement, tu vois. Et c'est vraiment avec le temps on est devenu beaucoup plus flexible humainement et dans notre musique, mais au début, c'était de la discipline, quoi, quasiment que ça. Je me souviens, je tirais mes godasses avant de monter sur scène, hein, c'était... Parce qu'on carré, hein, ouais. Mais on était aussi confrontés à un monde qui était différent. Quand on allait jouer aux États-Unis, le gars nous disait, voilà, ça c'est le podium pour mettre votre batterie. On dit, on n'a pas de batterie. Un gars, il nous regardait déjà comme si on venait d'une autre planète. Ensuite, il nous dit, vous pouvez mettre vos amplis guitare là. Ben, on n'a pas d'ampli guitare. Le mec dit, vous n'êtes pas un groupe, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer ce soir, tu vois? Donc, et les systèmes son étaient faits où le chant se passait dans les 2 baffles-là, mais toute la musique se faisait sur les amplis des guitares. Donc nous, on arrive, on n'a pas de guitare, on n'a rien sur scène, il faut tout sortir par ça. D'où, je ne vais pas dire le coup de bol, mais l'intelligence qu'on a eue, c'est qu'un des membres du groupe, Daniel, était à la console. Donc il y a un gars qui s'est sacrifié dans le groupe, on était 4 et il y en avait 3 sur scène. Le 4e était à la console pour gérer et maîtriser, essayer de donner le son avec l'esthétique qu'on recherchait sur des structures dans les différents clubs qui n'étaient pas faites pour ça. Donc, si tu veux, ce côté très spartiate, il a très fort existé au début et on était en autarcie, on était vraiment fermé, hein. Comme disait Jean-Luc, on travaillait comme un commando, quoi. J'aimerais bien alors, donc, avant de poser nos questions classiques, terminer notre interview par une question alors sur... tu as beaucoup parlé de séquences, de rythme, de temps, ce côté très militaire. Qu'est-ce que tu penses et quel est ton rapport à l'ivresse? Ah, l'ivresse, c'est un côté génial, je trouve. C'est un peu... l'ivresse... Comme, si je vais plus loin, comme l'orgasme, par exemple, c'est une perte de soi qui, pour moi, a toujours été nécessaire, parce que c'est le contrepoids de toute cette discipline que tu es obligé d'engendrer et de maintenir. Il faut que tu puisses te lâcher un moment, il faut que tu puisses te perdre. On sent qu'il y a une bulle émotionnelle quand tu le dis, vraiment, où on sent que tu as ce besoin de lâcher. Oui, évidemment, mais tu sais... Se perdre, hein, c'est vraiment le mot, c'est se perdre. C'est le mot qui, moi, me convient le mieux. Quand je te parlais que quand tu fais des concerts tous les jours pendant 1 mois et demi, tu as fini ton concert, il est 11h du soir, ça m'est arrivé de téléphoner à la réception de l'hôtel et dire « appelez-moi un taxi », monter dans le taxi et lui dire « amenez-moi où il y a de la vie ». Et tu te retrouves dans des clubs au mode Bears qui dansent sur Bronski Beat ou dans un summer, tu te retrouves où il y a de la vie. Sentir quelque chose et te perdre. Il n'y a plus de toi, il n'y a plus le contrôle, tu perds ton identité, tu t'oublies en fait. Oui, ça c'est essentiel parce que c'est aussi une manière de te remettre en question. Tout à fait. C'est aussi une manière de te dire je suis moi, mais je ne me connais pas tout à fait. Et jusqu'où je peux aller. Parce que cet excès, en fait, il existe aussi dans ton travail créatif. Quand tu fais de la recherche, à un moment, tu as un bug et ton ordinateur merde, et tu as un son impossible qui apparaît. Il faut pouvoir le prendre. Il faut aussi garder, je pense, ce rapport à l'observation, pouvoir connaître le monde
ne pas être uniquement dans ton domaine, pouvoir parler à ton médecin comme parler à ton plombier, comme pouvoir aller voir un match de foot, aller au café, être dans une forme de popularité, de populaire ou de vulgaire, et à la fois pouvoir avoir des rapports avec des gens qui sont plus intellects ou des choses comme ça. Mais se perdre, c'est une manière d'essayer de se dire je suis pas tout à fait. Je suis pas encore tout à fait moi. Je suis pas fini non plus. Je ne suis pas fini, effectivement. Oui. Dans tous les sens du terme. Oui. On en arrive tout doucement à la fin. D'habitude, on demande est-ce qu'il y a 3 bouquins vraiment essentiels pour toi que tu aimerais bien partager pour les gens qui nous écoutent. Mais ça peut être 3 bouquins, 3 auteurs, mais ça peut être également 3 morceaux musicaux, 3 groupes. Les choses où tu dis, parce que allez écouter ça, c'est fantastique. Allez lire ça, c'est important. Regardez ça. 3 références qui pour toi sont marquantes et fondatrices. Là, ça risque de prendre du temps. Je lis très peu. Donc, quand je lis un livre, je m'y accroche. Hein. Donc, par exemple, pour le moment, je lis un livre sur le rapport entre le corps et les plantes. C'est une émission qui est passée sur la RTB d'ailleurs là-dessus. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui m'accroche à 100%. Je crois que c'est vraiment le domaine musical qui m'est le plus proche. Moi, ce qui m'a très fort marqué, mais qui risque d'être tout à fait obsolète pour beaucoup de gens, c'est très bien. C'est un rapport au groupe Throbbing Gristle, qui est un groupe industriel de bruit, qui a fait que je me suis dit, mais moi aussi je peux faire de la musique sans être musicien. C'est un groupe totalement déjanté. Il y a un des membres a fait des opérations plastiques et chirurgicales pour ressembler à sa compagne. Il a demandé à sa compagne de faire des opérations chirurgicales pour ressembler à lui, pour qu'il fasse une seule personne. Et ça a donné 2 monstres. Il y a un des membres du groupe qui est un pédophile notoire. Ce sont des gens vraiment improbables qui ont créé une Bible, la Bible industrielle, qui m'a obligé à l'époque de me dire mais tout le monde n'est pas parfait. Donc moi, Throbbing Gristle, c'est quand même un groupe qui m'a fort marqué, mais je ne peux pas vraiment conseiller aux gens d'aller écouter ce genre de trucs-là. J'aurais plutôt tendance à dire Kraftwerk, par exemple, oui, qui pour moi est l'essence même de la musique électronique et du mouvement krautrock, le mouvement krautrock allemand. Dans le cinéma, je trouve toute l'œuvre de David Lynch extraordinaire. Là, on est aussi dans un monde imaginaire qui t'envoie ailleurs, qui t'oblige à avoir un questionnement. Donc pour moi, il vient de disparaître, hein, ce gars. Donc, et qui te met dans l'inconfort. Hein. Mulholland Drive, oui. Tu ne t'installes pas. Hein. Oui. Même un des tout premiers films, The Element of Crime, il est tout à fait bizarre. Et la 3e source, qui pour moi était essentielle, mais alors pour un équilibre dans l'univers musical, c'est Brian Eno. Je trouve que c'est un personnage complet. Autant il peut travailler avec de la musique sérieuse et être quelqu'un de très bien dans sa tête, autant il a fait des trucs assez dingues, des installations, etc. Mais c'est pour moi une des rares personnes qui a parlé de la musique en essayant de lui donner certaines lettres de noblesse. La musique populaire, en essayant de donner des lettres de noblesse et essayer de faire comprendre certaines choses. Il a d'ailleurs un jeu de cartes que je conseille à tout le monde qui s'appelle les stratégies obliques. Donc c'est tu le connais peut-être, c'est un jeu de cartes pour la création. Une fois que tu es bloqué en création, tu jettes une carte, il te dit « recommence ton travail et fais tout à l'envers ». Donc c'est, si tu veux, tout des sortes de petits slogans ou motos qui te permettent d'avancer. Il y a des cartes qui te disent « arrête de travailler, va faire la vaisselle ». Mais c'est génial. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pensé la chose créative, de la création, l'élément de la création, avec une ouverture d'esprit énorme, quoi. Donc je dirais Brian Eno, Kraftwerk, David Lynch. Pour moi, ce sont des références. Un beau cocktail. Oui. On arrive à nos 3 questions. Encore d'autres questions. Les 3 dernières. Ok, ouais. Je pose la première, Pierre.
Tu peux poser les trois parce que j'ai un petit trou de mémoire sur tes 3 questions. Ça va. Alors la première, c'est qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde après toi? Rien. Rien. Absolument rien. Je crois que c'est le monde qui doit se faire, c'est pas moi qui fais le monde. Donc, je m'attends à rien, je veux rien, le vide. À ta famille? Je pourrais dire la même chose, mais à ma famille, je dirais l'amour, le fait d'aimer, garder cette force de pouvoir aimer, que ce soit l'art, les gens, oui, c'est essentiel que ça puisse vivre en eux, que ce que j'ai pu leur donner puisse fleurir, puisse prendre de la force, quoi. Donc l'amour, je dirais, ouais. Et la dernière question, est Dieu dans tout ça? Dieu ou la religion, ou voilà, peu importe, j'ai un rapport inexistant par rapport à ça. J'ai même un rapport, je dirais même presque négatif, parce que je pense que toute ma vie, j'ai eu besoin de m'assumer tel que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses. Et j'ai toujours l'impression que se raccrocher à un élément extérieur, que ce soit un bouquin comme la Bible, ou un type de religion, même peut-être voir une philosophie ou quoi, c'est une forme de lâcheté. C'est dur comme mot, hein, c'est dur. Mais c'est une forme de lâcheté par rapport au fait de ne pas assumer soi-même ce grand drame de la mort, de ne pas vouloir de donner à quelqu'un d'autre ou autre chose ou une entité des questions ou des choses inconnues, de se libérer de quelque chose. Mais je peux comprendre que les gens en aient besoin. C'est essentiel de pouvoir éventuellement passer par là. Toi, tu n'en veux pas? Non, moi, pour ça, c'est assez dur. Mais j'ai un besoin d'être moi jusqu'au dernier. C'est une image très romantique. Je me dis toujours quel est le dernier visage, la dernière seconde que je verrai, quoi. C'est pas celui de Dieu pour moi. Jusqu'à ce que la machine s'éteigne. Exactement, ça. J'espère que c'est ma compagne ou ma femme. Ça peut être simplement une infirmière ou personne, hein, ou le plafond. Mais je veux dire, je n'ai aucune illusion par rapport à l'après-mort, après la mort. Mais en tout cas, je te souhaite avoir une magnifique dernière image et beaucoup d'autres avant. Ok. Merci Patrick vraiment pour cet entretien. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le bien et surtout éteignez vos téléviseurs. À très bientôt. À bientôt.